Je n'attendais pas grand-chose de ce dîner, et honnêtement, je l'aurais fait sans offenser ma femme. Mara avait d'abord insisté gentiment. Puis, avec ce ton sec, j'ai su qu'il valait mieux ne pas l'ignorer. Ce sera différent cette fois, m'avait-elle promis, en me caressant la joue comme si cela adoucirait le souvenir du dernier désastre chez sa sœur. Je ne la croyais pas. Pas entièrement. Mais j'ai enfilé le blazer bleu marine qu'elle aimait, me suis coiffée en arrière et suis arrivée avec une bonne bouteille de rouge sous le bras. Poli, présentable, toujours prêt à faire des efforts. La famille de Mara vivait dans le genre de maison qui paraissait impeccable même en désordre, avec des meubles en cuir, des œuvres d'art qui semblaient chères sans être de bon goût, et des murs couleur cold cream. Dès que nous avons franchi la porte, j'ai senti la température chuter. Pas littéralement, mais socialement. L'air a changé, les yeux se sont posés sur moi puis détournés. Quelques hochements de tête, rien de chaleureux. Sa mère m'a fait un bisou sur la joue, effleurant à peine ma peau. Son frère Warren a grogné quelque chose qui ressemblait à un salut et a disparu dans la cuisine. Jane n'a rien dit. Elle m'a juste regardé. Fork s'est arrêtée à mi-morsure, les lèvres retroussées comme si elle avait goûté quelque chose d'aigre et essayait d'en situer le goût. Pourtant, je me déplaçais dans la pièce comme si j'étais à ma place. J'ai aidé à mettre la table, j'ai eu une conversation légère avec Hélène sur la météo et la circulation. Mara m'a souri comme si elle appréciait mon effort et, l'espace d'un instant, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, ce serait vraiment différent. Nous avons tous pris place. La salle à manger était éclairée par un lustre bas qui projetait une douce lumière dorée sur tout, créant une illusion d'intimité. Le repas a commencé assez calmement. Agneau rôti, purée de pommes de terre au romarin, carottes glacées qui collaient un peu aux dents. J'ai commenté l'assaisonnement. Hélène a esquissé un sourire crispé. Jane a levé les yeux au ciel. Mara a essayé d'orienter la conversation vers des sujets anodins. Nouvelle promotion, vacances à venir, rénovation du jardin d'Hélène, mais il y avait un courant sous-jacent. Une tension qui s'épaississait à chaque plat. Je la sentais bourdonner dans mes os comme une sirène lointaine. Quand Jane remplit sa coupe de champagne pour la 3e fois, je remarquai le tremblement dans sa main, non pas dû à l'ivresse. Elle était trop contrôlée pour ça. Non, c'était autre chose. Anticipation, retenue, comme une casserole sur le point de déborder. Puis le dessert arriva, quelque chose de chocolaté, de complexe et de totalement inappétissant pour moi. Et juste au moment où les fourchettes commençaient à s'entrechoquer contre la porcelaine, Jane se leva brusquement comme un diable dans une boîte. Sa chaise racla durement le parquet. Elle ne leva pas son verre pour trinquer. Elle ne le tapota pas avec sa fourchette. Elle resta simplement là, raide et pâle, visiblement tremblante. Sa fourchette pointait vers moi comme un poignard. « Rends-moi l'or que tu as pris dans le coffre de papa », dit-elle d'une voix faible, mais qui s'élevait à chaque mot. On sait que c'était toi. La pièce se figea. Même le lustre sembla s'éteindre en réponse. Je la regardai, Mara, Warren, Hélène. Personne ne bougea. La main de Jane tremblait encore. Sa fourchette toujours levée. Je ne m'ouvris pas la bouche. Je sentis la respiration de Mara s'accélérer à côté de moi. Un son si faible que je l'aurais peut-être manqué si je n'avais pas déjà été branché sur elle comme une radio. Je ne répondis pas par un déni. Je ne suppliais pas. Au lieu de cela, je fouillai lentement dans ma poche intérieure, en sortis mon téléphone et le posai délicatement sur la table devant moi. Je le déverrouillai avec mon pouce. Le silence était étouffant. Mara murmura, « Noah ». Mais je ne la regardai pas. Au lieu de cela, je tournai l'écran face à la table, ouvris le fichier vidéo que j'avais repéré et appuyai sur lecture. Le son était faible mais clair. Le bruissement d'un mouvement, le bourdonnement d'un hall de banque, le carillon étouffé d'un caissier appelant le client suivant. L'image n'était pas granuleuse comme on pourrait s'y attendre. Elle était nette. Embauche. Un homme entra dans le cadre, grand, de corpulence moyenne, vêtu d'un manteau anthracite. Son portail était légèrement nerveux. Il regarda autour de lui, jeta un coup d'œil à la caméra, puis s'approcha du comptoir. Il sortit une clé. La date et l'heure étaient gravées en haut à droite de l'écran.
15h12, 2 jours avant la lecture du W. J'ai vu la prise de conscience se propager sur les visages autour de la table comme un brouillard lent et insidieux. L'expression de Jane passa de la colère à la confusion, puis à la peur en temps réel. Sa bouche s'ouvrit comme si elle allait argumenter, inventer une excuse, mais aucun mot ne sortit. Mara fixait l'écran, lèvres entr'ouvertes, sourcils froncés. Warren se pencha, sa fourchette abandonnée dans sa purée, les yeux rivés sur l'écran comme s'il essayait de nier ce qu'il voyait. Hélène serrait son verre un peu trop fort. La vidéo se termina sur l'homme se glissant dans le couloir d'accès sécurisé. J'ai laissé le silence s'apaiser une seconde de plus. Puis j'ai levé les yeux et croisé le regard de Jane. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Je n'ai rien dit. Inutile. Je me suis simplement tournée vers Hélène, j'ai doucement poussé le téléphone vers elle par-dessus la table et j'ai dit, ça vient du système de caméra interne de la banque. Je l'ai obtenu légalement, j'avais le pressentiment que le menu de ce soir pourrait contenir autre chose que de l'agneau rôti. Hélène n'a pas dit un mot. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a décroché le téléphone et repassé la vidéo en silence. Jane est restée debout, mais ses épaules étaient maintenant affaissées, le regard fuyant, les lèvres tremblantes comme une marionnette dont on vient de couper les fils. Mara n'avait pas bougé. Elle me regardait sans vraiment me voir, comme si elle fouillait dans ses souvenirs, réévaluant les dernières semaines à la lumière de cette nouvelle vérité. Personne n'a parlé. Pas pendant une longue minute. Puis Warren a murmuré. C'est Alice. Les mots sont restés là comme de la fumée. Jane a laissé échapper un rire tremblant. Il n'a pas fonctionné. Ce n'est pas ce que ça semble être, a-t-elle dit. Mais même elle n'y croyait pas. Je me suis adossée à ma chaise, soudain consciente de la chaleur ambiante. La température avait grimpé d'une manière que seule la tension pouvait engendrer. J'ai pris une longue inspiration, non pas par soulagement, mais pour retenir les milliers de choses que j'avais envie de hurler. Au lieu de cela, je suis restée assise en silence à regarder le château de cartes trembler. Et pour la première fois ce soir-là, je ne me sentais pas étrangère. Je me sentais comme la tempête. Je me suis assise au bord de notre lit, les ombres du dîner vacillant encore dans mon esprit comme des échos sur des murs froids. Mara était dans la salle de bain, le bruit de l'eau courante, sa seule contribution au silence tendu entre nous. Mes doigts ont tapoté doucement ma cuisse, lentement et régulièrement, tandis que je revivais tout. L'accusation au champagne, le silence horrifié, la voix tremblante de Jane. Mais surtout, je n'arrêtais pas de revivre ce moment où j'avais appuyé sur lecture. Comment la vérité avait pris vie dans ce petit cri. Comment la confiance de Jane s'était évaporée en temps réel. Je rembobinais tout dans ma tête, mais ce n'était pas nécessaire. Le souvenir s'était gravé en moi. Cela avait commencé des mois plus tôt, discrètement, comme toutes les trahisons. Le père de Mara, Hugh Tillman, était décédé 3 mois plus tôt. Son cœur avait fini par lâcher prise dans son sommeil, laissant derrière lui un héritage qui tenait plus du ressentiment que de la richesse. Ce n'était pas un homme que l'on pleurait, pas même ses enfants. Mais il avait laissé quelque chose derrière lui. Un chalet de montagne et un coffre-fort à Rivergate National. Le chalet n'était que poussière et écharde, sans grande valeur. Mais le coffre, le coffre était une légende. Il s'en serait vanté pendant des années. Des lingots d'or, disait-il à Thanksgiving en se tapotant la tempe comme si c'était un secret bien gardé. Des pièces de collection, de véritables valeurs historiques, pas boursières. Personne ne l'a pris au sérieux jusqu'après les funérailles, lorsque le coffre fut ouvert et qu'il était vide. Pas de lingots, pas de traces de retrait, juste une pochette en velours et un mot plié sur lequel était écrit « Pour ceux qui le méritent ». Personne n'a rien dit au début, mais le soupçon se propage comme le vent sous une porte. Il s'infiltre. Une semaine plus tard, des murmures ont commencé à circuler. 2 semaines plus tard, les rumeurs portaient des noms. Le mien, l'étranger, le mari, qui n'avait pas grandi avec eux. L'homme qui se tenait à l'écart de leurs vieilles histoires et posait trop de questions. Jane menait la charge. Bien sûr, elle ne m'a jamais aimé, elle disait que j'étais trop polie, comme si c'était un péché. Elle avait dit un jour à Mara que j'avais l'air d'un homme qui vous trahirait en costume de luxe.
Peu importe que ce soit moi qui l'aidais à rembourser ses prêts étudiants en coulisses, alors qu'elle était trop fière pour demander de l'aide à leur père. Pourtant, je restais silencieux. Je les laissais parler, les laissais tourner en rond comme des vautours. J'ai même laissé Jane sourire en coin pendant les brunchs, lançant des pics sur certaines personnes qui ne comprenaient pas la loyauté familiale. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que je voie le formulaire de demande de vidéosurveillance de la banque sur le bord de mon bureau au travail. J'avais failli le jeter à la poubelle, mais quelque chose m'a pris au ventre. J'ai fait appel à un ami avocat qui me devait de l'argent après que je l'ai aidé à restructurer son portefeuille l'année dernière. 3 jours plus tard, une clé USB est arrivée dans une enveloppe matelassée. Pas d'adresse de retour. Quand j'ai vu qu'elle l'avait vue, je n'ai pas ressenti de colère. Pas au début, juste ce calme étrange. Ellis, le fiancé de Jane. L'homme qui m'avait un jour prise à part pour me remercier d'être la personne stable de la famille. L'homme qui m'avait serré la main comme si nous étions égaux, tout en essayant de mesurer ma montre et mes chaussures d'un même regard. Il était là, devant la caméra. Même manteau camel, même tic dans les yeux, même posture nerveuse lorsqu'il a déverrouillé le coffre-fort et glissé un objet en velours dans la poche de son manteau. J'aurais pu le confronter sur le champ. J'aurais pu faire irruption dans leur appartement et lui balancer la clé USB à la poitrine, mais ça n'aurait pas blanchi mon nom. Ça aurait juste fait de moi l'agresseur d'une autre histoire de Jane. Non, j'avais besoin de tous ces gens dans la même pièce. J'avais besoin de silence, de couteaux dans les assiettes et d'une haleine de champagne. C'est pourquoi je suis restée silencieuse quand Marlo a parlé du dîner. Pourquoi j'ai souri, hoché la tête et apporté du vin comme si de rien n'était. Je n'étais pas là pour manger. J'étais là pour le moment où le mensonge s'est ouvert en deux. Et quand il l'a fait, j'ai vu le visage de Jane fondre sous son poids. De retour dans la chambre, Mara est finalement apparue, sa robe de chambre dénouée, les yeux fatigués et rouges. Elle s'est assise à côté de moi, les genoux serrés mais sans se toucher. « Tu aurais pu me le dire » a-t-elle dit doucement. « J'aurais pu » ai-je répondu. « Mais tu ne l'as pas fait. » Je me suis tournée vers elle. Cela aurait-il changé quelque chose? M'aurais-tu cru? Elle n'a pas répondu tout de suite. Ses doigts se sont enroulés autour du couvre-lit. Je ne voulais pas douter de toi. Mais c'est différent quand ta propre sœur dit quelque chose comme ça. J'ai hoché la tête. Je sais. C'est pour ça que j'ai apporté des preuves. Elle a fermé les yeux. Tu crois que je t'ai trahi? Non. J'ai dit pas ce soir. Mais tu as hésité. Tu n'as pas dit un mot quand Jane a pointé cette fourchette et que j'ai inspiré lentement. Cette hésitation m'a montré à quel point tout cela était fragile. Mara a baissé les yeux. Je suis désolée. Je ne voulais pas de ces excuses. Je voulais comprendre. Je voulais savoir pourquoi, après tout ce qui m'avait frappé. Après la façon dont je m'étais tenue à ses côtés lorsque son père l'avait exclu de ses assurances. Quand j'avais aidé sa mère à se rétablir après son opération, pourquoi son premier réflexe était encore de me remettre en question? Peut-être était-ce dû aux années passées à être l'exception de sa famille. Peut-être était-ce dû à quelque chose de plus profond qu'aucun de nous deux ne pouvait nommer. J'ai gardé la vidéo secrète, car je savais qu'il ne s'agissait pas de justice. J'ai dit qu'il s'agissait d'humiliation. Ils voulaient un spectacle, alors je leur en ai donné un. Elle m'a finalement regardé. Ses yeux étaient emplis de conflit. De regret. Autre chose que je ne pouvais nommer. Ellis, tu crois que Jane savait? J'ai expiré. Je pense que Jane en a toujours su plus qu'elle ne le laissait paraître. Mais qu'elle y ait participé ou qu'elle le protège simplement, c'est à elle de répondre. Nous sommes restés silencieux un long moment après cela. Mara a fini par se pencher vers moi, posant sa tête sur mon épaule. Je n'ai pas bougé au début. Puis je l'ai prise dans mes bras, non par pardon, mais par fatigue. Tout semblait lourd. Sa famille, les mensonges, les années passées à contourner le complexe de supériorité de Jane et le mépris de Warren. Et maintenant, ce vol, cette trahison, cette accusation enveloppée dans un dîner. Tu crois qu'ils vont s'excuser, a-t-elle demandé. J'ai ri sous cape. Non, mais ils seront plus discrets. Et ça suffit pour l'instant. Je savais que ce n'était pas fini.
Les gens comme Jane ne se taisaient pas, mais elle avait été attrapée. Et Ellis, eh bien, j'avais le pressentiment qu'il serait le prochain. Je n'avais pas fini. Pas encore. Ce n'était que le premier pas. On pouvait entendre le couteau heurter l'assiette à la fin de la vidéo. Ce bruit sec fut le premier bruit émis, et il résonna plus fort qu'il n'aurait dû, fendant le silence comme un coup de semonce. L'image sur le téléphone était devenue noire, mais l'horodatage brillait encore faiblement dans un coin. 15h12, 2 jours avant la lecture du testament de Hugues, et là, au centre de l'image, debout au guichet, se tenait Ellis, le fiancé de Jane. Il portait le même manteau gris que je l'avais vu porter pour dîner une fois. Même démarche prudente. Même regard nerveux vers la caméra de sécurité, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas rester caché. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas bougé. J'ai juste laissé les choses se calmer. Jane, toujours debout, semblait vidée de son sang. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Juste un petit halètement serré, comme si elle avait reçu un coup de poing dans le ventre. Elle cligna rapidement des yeux, sa fourchette tremblant encore dans sa main. Ce n'est pas possible, commença-t-elle, mais les mots s'en mêlèrent. Ce n'est pas possible. Warren se pencha en avant, plissant les yeux vers l'écran comme s'il verrait quelqu'un d'autre s'il regardait assez attentivement. C'est Ellis, dit-il, d'une voix neutre et creuse, confirmant ce que nous savions tous. Maman n'avait pas encore dit un mot. Elle était assise comme une statue, les mains jointes sur ses genoux, l'expression indéchiffrable. Mais j'ai vu sa mâchoire se serrer, ses doigts s'enfoncer dans le tissu doux de sa robe. Ses yeux n'étaient plus sur l'écran. Ils étaient sur moi. Hélène, sa mère, a attrapé le téléphone d'un geste lent et délibéré, comme si elle craignait de se brûler. Elle a appuyé sur « Replay ». L'écran s'est rallumé. Et pour la deuxième fois, nous avons tous regardé Ellis entrer dans la banque. Nous l'avons vu s'approcher du guichet, sortir quelque chose de sa poche. Nous l'avons vu signer quelque chose, puis être conduit au coffre. La caméra ne l'a pas suivi, mais ce n'était pas nécessaire. Le mal était fait. Quand ça s'est terminé, Hélène a reposé le téléphone comme s'il pesait 25 kilos. Ça? Où as-tu trouvé ça? Me demanda-t-elle d'une voix si faible qu'elle m'a à peine touchée. Une requête légale par l'intermédiaire d'un collègue. Je n'ai enfreint aucune loi. J'ai gardé une voix calme et égale. Je n'étais pas là pour me réjouir. Je voulais juste que la vérité trône au milieu de la table, indéniable et crue. Jane retrouva soudain sa voix. Tu as tout monté, cracha-t-elle, les yeux hagards. Tu avais ça depuis le début et tu as juste attendu. Tu nous as laissé réfléchir. Tu voulais croire que c'était moi. J'ai fini par l'interrompre. Les preuves te importaient peu. Il te fallait juste un méchant que tu n'étais pas obligé d'aimer. Elle tressaillit. Les mots me touchèrent plus fort que prévu. Peut-être parce qu'elle savait que c'était vrai. Tu aurais dû venir me voir, dit-elle, presque implorant maintenant en privé. On aurait pu gérer ça sans faire de scène. Et je n'aurais jamais dû être accusée. J'ai répondu, mais ça ne te dérangeait pas de rendre ça public, n'est-ce pas? Elle ouvrit de nouveau la bouche, mais je levai la main. Je n'avais pas fini. C'est Ellis. Dans les images. Pas de deepfake, pas de montage, juste un homme qui connaissait la combinaison d'une boîte qu'il n'aurait jamais dû toucher. Hélène nous regarda comme si elle venait de découvrir que ses enfants étaient des inconnus depuis le début. Jane, est-ce vrai? Jane la fixa du regard. Je ne sais pas. Je ne savais pas. Elle hésita, le mensonge l'étouffant. Je ne savais pas qu'il était allé là-bas. Il m'a dit qu'il rencontrait quelqu'un pour un marché. Un marché? Répétai-je. Cela nécessitait une visite au coffre-fort de ton père décédé. Elle fronça les sourcils. Tu ne sais pas tout. Non, dis-je, mais j'en sais assez. La voix de Mara brisa la tension comme une fissure dans la glace. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je me tournai vers elle. Son ton n'était pas en colère. Il était blessé. Parce que j'avais besoin que tu le voies comme moi, sans parti pris, sans pression, juste la vérité. Ses lèvres se pincèrent. Tu pensais que je ne te croirais pas?
Je pensais que tu le voudrais, mais ce n'est pas pareil. La pièce semblait se rétrécir, les murs se refermant sur moi. À chaque seconde qui passait. Jane était toujours debout, mais sa défiance s'était muée en désespoir. Elle regarda Warren, qui secoua la tête et détourna le regard. Puis Hélène, puis Mara. Aucun d'eux ne vint à son secours. « Tu y crois vraiment ?» s'exclama-t-elle en se tournant vers sa sœur. « Tu vas le croire sur parole plutôt que sur la mienne ?» Ce n'est pas sa parole, Jane. Dit doucement Mara. C'est un enregistrement. C'est le système de sécurité d'une banque. C'est une preuve. Jane semblait prête à pleurer, mais j'avais déjà vu ses larmes. Lustrée comme du crocodile et pleine de manipulation. Je n'y étais pas tombée, et je n'allais pas le faire maintenant. Je veux parler à Alice, dit Hélène, soudain autoritaire. Maintenant, ce soir. Bonne chance, murmurai-je. Je lui laissai un message vocal avec une copie de la vidéo. Pas de réponse. Les yeux de Jane s'écarquillèrent. Tu lui as envoyé ça? Je pensais qu'il devait savoir la vérité aussi. Tu essaies de le détruire? Siffla-t-elle. Tu essaies de tout détruire. Non, dis-je en me levant lentement. J'essaie de me laver de tout soupçon. Tout le reste n'est que conséquence. Je remis mon téléphone dans ma poche et pris une grande inspiration. La pièce ne ressemblait plus à un champ de bataille. Elle ressemblait à un cimetière. Tous les mensonges étaient enterrés, toutes les illusions pleurées. Je crois qu'on en a fini ici, dis-je. À moins que quelqu'un d'autre ne veuille m'accuser de quelque chose. Personne ne répondit. Personne ne leva même les yeux. Je m'écartai de la table et pris la main de Mara. Elle ne bougea pas tout de suite, mais elle se leva aussi, et même si elle ne le dit pas à voix haute, son silence me parut un acquiescement. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Jane reprit enfin la parole, d'une voix basse et amère. Tu n'as jamais été des nôtres, Noah. Je marquai une pause d'une seconde, puis me retournai pour lui faire face. Dieu merci. Et sur ce, nous partîmes. L'air nocturne était frais sur ma peau. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas justifiée. J'étais fatiguée. Mais sous cette fatigue, il y avait une pulsation. D'une autre clarté. La vérité avait été dite. Il était temps de voir ce qui en survivait. Le silence entre nous sur le chemin du retour était plus fort que tout ce que Jane avait crié à table. Mara n'avait pas dit un mot depuis que nous étions sortis de chez sa mère. Sa posture sur le siège passager était raide, un bras croisé sur la poitrine, l'autre main parcourant distraitement l'écran de son téléphone qu'elle ne regardait pas vraiment. Je ne l'ai pas poussée. J'avais appris depuis longtemps que le silence pouvait être plus sûr que les mots quand le sol était encore instable sous nos pieds. Mais cela ne facilitait pas les choses. La lueur des lumières du tableau de bord peignait son visage de bleu et de vert froid, mais son expression était indéchiffrable. Je l'ai aperçu par moments dans ma vision périphérique. Le pli entre ses sourcils, la façon subtile dont sa mâchoire se serrait à chaque changement de voix, comme un mouvement lui-même, la déstabilisait. Elle n'était pas furieuse. Elle n'était pas dans le déni. Elle digérait la situation, ce qui m'effrayait plus que des cris n'aurait jamais pu l'être. Je gardais les mains sur le volant et le regard fixé sur la route, même si chaque feu rouge me semblait un piège. Je pensais qu'elle se tournerait vers moi et dirait quelque chose, n'importe quoi. Mais elle ne l'a pas fait, et le silence s'est prolongé. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, elle n'a pas attendu que je coupe le moteur pour ouvrir la portière et sortir. Pas de départ précipité, pas de porte claquée, juste ce même silence inquiétant. Elle est allée directement dans la chambre tandis que je m'attardais près de la porte, enlevant mes chaussures comme un invité chez moi. La maison me semblait inconnue, comme si tout à l'intérieur avait bougé d'un centimètre sur la gauche, et que plus rien ne rentrait à sa place. Je me suis servi un verre d'eau juste pour faire quelque chose de mes mains. Quand je suis enfin entrée dans la chambre, elle était assise au bord du lit, un peignoir serré autour d'elle, le regard perdu dans le vide. « Tu avais cette vidéo tout le temps ?» a-t-elle demandé, toujours sans me regarder. J'ai hoché la tête. Ouais. Elle s'est finalement retournée, son regard scrutant le mien comme si elle cherchait une preuve. Trahison.
Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je me suis appuyée contre l'encadrement de la porte et j'ai pris une longue inspiration. Parce que tu n'as rien demandé, a-t-elle cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit prudemment. Quand ta sœur m'a accusé devant tout le monde, tu ne m'as pas demandé si c'était vrai. Tu ne m'as même pas regardé. Tu es restée assise là, comme si une partie de toi attendait une confirmation. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. L'air entre nous palpitait de tension. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas juste. Non, Mara, ai-je dit en m'écartant du mur et en m'avançant vers elle. Ce qui n'est pas juste, c'est d'être mariée à quelqu'un qui dit croire en toi, mais qui laisse quand même la possibilité de ta culpabilité lui rester sur la langue comme si elle pouvait l'avoir bon goût. Elle a détourné le regard. Je ne savais pas quoi penser. Je me suis laissée tomber sur la chaise près de la fenêtre, un verre d'eau toujours à la main. C'est exactement ça. Tu ne savais pas quoi penser. Ça aurait dû tout te dire. Son silence, cette fois, n'était pas défensif. Il était vaincu. Tu crois que je ne te faisais pas confiance? J'ai pris une longue gorgée. Je pense que tu le voulais, mais je pense aussi que tu as été conditionnée à croire Jane avant quiconque, y compris moi. Ce n'est pas vrai, dit-elle, mais sa voix tremblait. N'est-ce pas? Dis-je doucement. Tu savais que ta sœur était capable de mentir. Bon sang, elle l'a déjà fait. Des choses mesquines, des choses cruelles. Mais ce soir, il a suffi d'un doigt pointé et d'une voix forte. Et soudain, tu ne pouvais plus me regarder dans les yeux. Elle se frotta les tempes comme si elle essayait d'effacer ce souvenir. J'étais choquée. Tu ne sais pas ce que c'est que de grandir avec Jane. Elle fait toute une question de contrôle. Elle a toujours été capable de retourner les situations jusqu'à ce qu'elles tournent en sa faveur. Et ce soir, je suppose que je me suis encore laissé prendre. C'était le plus proche d'un aveu qu'elle avait fait, et ça aurait dû suffire. Mais je sentais encore la douleur sous ma peau. Je ne suis pas en colère, dis-je. Pas vraiment. Tu le es, m'interrompit-elle. Et tu as tout. J'avais raison. Je n'ai pas réagi. Je ne pouvais pas, car elle n'avait pas tort. Elle a remonté ses genoux sur le lit et y a posé son menton, paraissant bien plus petite que quelques heures plus tôt. Tu avais prévu tout ça, n'est-ce pas? J'ai hésité. Je m'y étais préparée. Tu savais que ça allait arriver. J'avais un pressentiment. Tu as vu comment Jane est devenue depuis la lecture de la laine. Elle tournoyait comme un faucon. Et tu es quand même venue, toujours gentille. Je suis venue pour toi, ai-je dit. Parce qu'une part idiote de moi pensait que si je me taisais, si je laissais les choses se dérouler, tu verrais qui te soutenait vraiment. Elle a grimacé, et j'ai regretté la dureté de ma voix. Mais les mots étaient déjà là, entre nous, bruts et vrais. Tu crois que la confiance a été brisée ce soir? Ai-je ajouté, mais elle était fissurée depuis un moment. Jane vient de lui donner un nom. Elle a baissé les yeux vers ses mains, faisant tourner la bague à son doigt. Je ne réalisais pas à quel point je comptais sur ma famille pour me dire ce qui était vrai. Et ce qui ne l'est pas. Et où cela nous mène-t-il? Demandai-je honnêtement. Elle ne répondit pas. Je me levai, posai le verre sur la table de nuit et me dirigeai vers la porte. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Elle leva vivement les yeux. Noah, pas par colère, dis-je. Parce que j'ai besoin d'espace. Pas de toi. De la version de toi qui doute de moi sans preuve. Ses yeux brillèrent. Elle hocha la tête. Je marquai une pause avant de partir. Ce mariage a survécu à beaucoup de choses. Mais s'il veut survivre, il faut qu'on parle de plus que de ce qui s'est passé ce soir. Il faut qu'on parle de ce qui s'est construit entre nous. Des fissures. Je sais, murmura-t-elle. Je quittai la pièce et fermai doucement la porte derrière moi. Je ne la claquai pas. Je ne voulais pas que ce moment tourne au drame. J'avais juste besoin de distance. Cette nuit-là, je restais éveillée sur le petit lit de la chambre d'amis, les yeux rivés au plafond, me demandant depuis combien de temps j'essayais d'appartenir à une famille qui n'avait jamais voulu de moi. Depuis combien de temps j'essayais de prouver quelque chose qui n'avait pas besoin d'être prouvé.
Mon nom, ma loyauté, mon intégrité. Et pour la première fois depuis longtemps, je doutais que l'amour seul puisse réparer ce que la suspicion avait brisé. Ellis apparut le lendemain matin. Sans prévenir, sans appel, juste le bruit de doigts hésitants qui frappaient la porte. Le genre de coup qui me fait douter de ma place. J'ai regardé par le Judas avant de l'ouvrir. Et il était là, son manteau gris froissé, sa cravate de travers. J'étais gonflé comme s'il n'avait pas dormi. La culpabilité le quittait presque. Il n'était pas venu avec Jane. Il n'avait pas apporté d'excuses ni de renfort. Juste lui-même. Un souffle qui tremblait quand j'ai ouvert la porte. Et le regard d'un homme qui savait que les murs se refermaient sur lui. Noah, dit-il à voix basse. On peut parler ? Je ne répondis pas. Je m'écartai simplement. Il prit cela pour un oui et entra, les yeux rivés sur lui comme s'il s'attendait à voir Jane surgir de derrière une porte. Mais la maison était silencieuse, hermétiquement close, imprégnée des vestiges de la confrontation de la nuit dernière. Marlo était chez son amie. Elle était partie tôt pour se changer les idées. Ou peut-être pour éviter cette conversation. Quoi qu'il en soit, il n'y avait que moi et Ellis. Il se tenait au centre du salon, ne sachant que faire de ses mains. Je te dois bien plus que des excuses, dit-il. Tu dois bien plus à beaucoup de gens. Je répondis en fermant la porte derrière nous. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, déglut-il, les yeux rivés au sol. Je ne voulais pas provoquer tout ça. Tu ne voulais pas te faire prendre. Je corrigeai. Il grimaça. Ouais. Je croisai les bras et m'appuyai contre le mur. Pourquoi es-tu ici, Ellis ? Il laissa échapper un soupir, tremblant et superficiel. Parce que je dois te dire la vérité. Toute la vérité. Je sais que tu as déjà la vidéo, mais j'ai plus que ça. Je l'interrompis. J'ai des documents juridiques de la banque. Ta signature sur le bordereau de retrait. Le poids exact de l'or disparu. La déclaration sous serment du caissier. Tu n'es pas là pour avouer, Ellis. Tu es là parce que tu es coincé. Ça le fit taire. Il avait l'air d'un enfant pris la main dans le bocal. Sauf que le bocal était rempli de 80 000 $ d'or et d'une montagne de mensonges. Il se passa la main dans les cheveux et fit les 100 pas, lentement, sans but. J'étais coincé, dit-il finalement. J'avais ce contrat en poche, une start-up technologique qui avait besoin d'investisseurs. Un triple rendement garanti. Il fallait juste que je m'y mette vite avant que la fenêtre ne se ferme. Et tu pensais que voler le père décédé de ton fiancé était la meilleure façon de rentrer. Il s'est arrêté de faire les 100 pas, m'a regardé comme s'il souhaitait que je le rende plus beau qu'il ne l'était. Je ne l'ai pas pris pour le garder. Je voulais le remettre. J'ai ri sans humour. Tu voulais le faire ? C'est ta défense. Je pensais avoir plus de temps. Il a craqué puis s'est immédiatement maîtrisé. Désolé. C'est juste que Jane ne savait pas. Elle non plus. Je le jure. J'ai plissé les yeux. Alors pourquoi m'a-t-elle accusé ? Son visage est devenu pâle parce que quand elle a découvert sa disparition, j'ai paniqué. Je lui ai dit que quelqu'un avait dû arriver avant nous. Je n'ai pas dit que c'était toi, je le jure. Mais je ne l'ai pas arrêtée non plus quand elle a commencé à te blâmer. Ça m'a soulagée. J'ai eu du mal à retenir mes poings. Tu l'as laissé pointer cette fourchette sur moi et m'accuser d'avoir volé son père. Tu l'as laissé faire ça pendant que tu étais assise là, à faire semblant d'être tout aussi choquée. Je ne pensais pas que tu aurais des preuves, admit-il doucement. Oui, dis-je amèrement. Tu pensais que j'allais rester là à accepter. Laisse mon mariage sombrer dans le doute pendant que tu t'en tires sans le moindre scrupule. Il hocha la tête, les yeux baissés. Je le mérite. Non, dis-je. Tu mérites pire. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une fine enveloppe. Ce n'est pas tout, mais c'est un début. J'ai liquidé ce que j'ai pu. Donne-moi 2 semaines et je prendrai le reste. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Tu crois que je veux ton argent ? Il cligna des yeux. C'est une restitution. Non, Ellis, dis-je en m'approchant.
La restitution, c'est quand on avoue avant d'être démasqué. C'est quand on ne reste pas les bras croisés pendant que quelqu'un d'autre porte la responsabilité. Ce que tu fais maintenant, c'est limiter les dégâts. Il baissa la main. Alors, que veux-tu? Je veux tes aveux, dis-je simplement. Pas à moi, à eux, à Mara, à Hélène, à Jane. Si tu en as encore le courage, je veux que ce soit enregistré clairement. Je veux qu'ils entendent la vérité de ta bouche, pas seulement la voir sur un écran. Il avait l'air sincèrement secoué. Je vais perdre Jane. Elle était prête à me sacrifier pour te protéger, dis-je. Alors, si tu veux vraiment faire ce qu'il faut, commence par mettre fin à ce mensonge. Il hésita. Je cherchais de nouveau une issue qui n'existait pas, je le ferai, dit-il finalement. Je parlerai. Mais pas aujourd'hui. Non, dis-je fermement. Aujourd'hui? Tout de suite. Je me dirigeai vers la bibliothèque, sortis un enregistreur audio portable, un que j'utilisais pour des interviews il y a des années, à l'époque où je faisais des profils d'entreprise en freelance. Je le posai sur la table basse, l'activai et hochai la tête. Parle. Il le fixa comme s'il allait exploser. Puis il s'assit, s'éclaircit la gorge et commença. Je m'appelle Ellis Grant, dit-il d'une voix tremblante. J'ai retiré l'or du coffre de Hugh Tillman 2 jours avant la lecture du testament. J'ai utilisé la clé que Jane gardait dans son coffret à bijoux. Elle ignorait que je l'avais. J'avais prévu d'investir l'argent et de le rendre avant que quiconque ne s'en aperçoive, mais l'affaire a capoté. Quand on a découvert la disparition de l'or, j'ai laissé Jane croire que quelqu'un d'autre l'avait pris. Quand elle a accusé Noah, je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé croire. J'ai laissé tout le monde y croire. Il marqua une pause, la voix brisée. Je suis désolé. J'ai éteint l'enregistreur. Tu vas envoyer ça à Hélène, à Mara, à Jane. Et si je n'ai pas de nouvelles demain midi, je te l'enverrai avec les documents. Tu comprends? Il hocha la tête. Je comprends. Je finis par lui prendre l'enveloppe des mains et l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de $20 000, une fraction de ce qu'il avait pris. Mais à ce stade, l'argent n'était pas le sujet. Tu peux. Sors, dis-je. Il me regarda d'un air presque suppliant. Pourras-tu un jour me pardonner? Non, dis-je simplement. Mais peut-être qu'un jour j'oublierai ton visage. C'est le meilleur que vous obtiendrez. Et je l'ai laissé assis là seul dans une pièce pleine de son propre regret. Je ne voulais pas appeler cela une réunion de famille. Cela donnait l'impression que c'était une question de réconciliation, comme il y aurait des câlins et du pardon et les deuxièmes chances étaient passées comme un dessert. Le même endroit où l'accusation a été faite. De la pièce immédiatement. Le regard pourrait réinitialiser la vérité. Et derrière elle, à contre-cœur et visiblement inconfortable, venait Ellis. Il n'a rencontré les yeux de personne. Bon. Il ne méritait pas le luxe de regarder qui que ce soit au visage. Pas encore. Warren était déjà assis. Hélène se tenait près de la cheminée, les bras pliés. Les regardait en elle comme si elle n'était pas sûre de savoir si elle devait embrasser sa fille ou la jeter. La tension a fait que l'air avait le goût du métal. Jane n'a pas perdu de temps. Si c'est une autre embuscade, je pars. Non, dis-je, avançant, ma voix stable. C'est la fin du mensonge. Mara a sorti son téléphone et a tapé l'écran. Un haut-parleur Bluetooth sur le manteau a cliqué vivant. L'enregistrement a commencé à jouer. La voix d'Ellis a rempli la pièce, bégayant, s'arrêtant, admet son nom. Le vol, la clé de la boîte à bijoux de Jane, son programme d'investissement, le fait qu'il m'a laissé prendre la chute parce que c'était plus facile, le silence qui a suivi était épais et suffocant. À la fin de l'audio, personne n'a rien dit. Pas au début. Warren a regardé stupéfait, mais pas surpris. Hélène avait l'air de vouloir être malade. Mara regarda juste sa sœur. Le visage de Jane était passé du suffisant à la coquille choquée. Mais ensuite, le déni est entré en jeu. Il ment, dit-elle en riant nerveusement. Il essaie de vous couvrir. Vous l'avez probablement payé pour le dire. Ellis tressaillit.
Jane, arrête. Elle se tourna si vite. Je pensais que son talon pourrait se casser. Vous faites vraiment cela. Me jetant sous le bus. Je dis la vérité, a-t-il dit, sa voix n'avait plus de force. Je ne peux plus le faire. J'ai pris l'or. J'ai essayé de le réparer, mais je me tais. Cria-t-elle, sa voix craquant. Vous ne pouvez pas jouer la victime maintenant. Marla s'avança, sa voix calme mais entourée d'acier. Combien de temps le saviez-vous? Jane cligna des yeux vers elle, la question se déplaçant dans sa rage. Combien de temps, Jane? Mara a répété. Vous avez accusé mon mari. Vous me laissez réfléchir. Dieu, tu me laisses penser qu'il aurait pu faire il. Saviez-vous tout le temps? Jane ouvrit la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Tu as menti sur mon visage, a dit Mara. Je ne savais pas au début, chuchota finalement Jane. Pas avant plus tard. Il m'a promis qu'il le retournerait, que personne ne le saurait jamais. Vous avez dit qu'il avait changé, a déclaré Mara. Vous m'avez dit que la thérapie vous a aidé, que vous n'étiez plus de sang. Jane rit amèrement. La thérapie ne résout pas d'être la deuxième fille. L'invisible, celui qui n'a jamais obtenu le bénéfice du doute. Il ne s'agit pas de vous être la deuxième fille, dis-je, intervenant maintenant. Il s'agit de vous être une femme adulte qui pensait qu'elle pourrait tordre la vérité parce que personne ne vous a jamais appelé. Tu es du genre à parler, a-t-elle cassé. Vous avez toujours été suffisant, comme si vous étiez au-dessus de nous, comme vous n'aviez pas besoin de famille. Mais vous aviez besoin de nous lorsque votre carrière a débarqué, n'est-ce pas? Je n'avais pas besoin de toi, dis-je. Je suis resté pour Mara. Et je me suis mordu la langue pendant des années pendant que tu faisais des fouilles et que tu as essayé de sabotage tous les coins de notre relation. Hélène s'avança maintenant, sa voix tremblante. Vous nous laissez croire qu'il vous a volé. Vous nous laissez nous asseoir autour de cette table de dîner et jeter des poignards sur un homme innocent. Jane se tourna sur son talon. Fin. Crucifiez-moi alors. Faites de moi le méchant. C'est ce que vous attendiez tous. Non, a déclaré Mara. Nous venons d'arrêter de prétendre que vous n'en étiez pas un. Cela l'a fermé. Elle a regardé Élise comme s'il pourrait encore la défendre. Il ne l'a pas fait. Vous étiez censé le réparer, siffla-t-elle. J'ai essayé, dit-il vaincu. Mais je ne peux pas résoudre ce problème. Et je ne mentirai plus pour toi. Jane laissa échapper un petit rire pointu. Vous pensez que vous êtes noble maintenant? Vous êtes juste un lâche qui a avoué quand c'était pratique. Il avait l'air d'avoir entendu cette ligne auparavant, peut-être plus d'une fois. Warren, qui n'avait pas parlé jusqu'à présent, se leva lentement. Je pensais que Noah était paranoïaque, a-t-il dit. Qu'il a vu la trahison là où n'était pas. Mais peut-être qu'il a juste vu ce que les autres d'entre nous avaient trop peur d'admettre. Jane regarda son frère comme s'il venait de la poignarder. J'ai fini, a-t-elle dit. Cette famille est une blague. Non, dis-je, la regardant se diriger vers la porte. Cette famille est enfin honnête. C'est la différence. Elle s'arrêta à la porte et se tourna vers moi. Tu n'étais jamais l'un de nous, Noé. Et je l'ai finalement dit. Dieu merci. Elle est partie. Le claquement de la porte résonna à travers la maison comme un coup de tonnerre. Élise s'est suivie. La taille pas de la taille. Le clic rythmique de son clavier offrant un semblant de contrôle qu'elle avait perdu chez lui. En revanche, je suis resté dans notre appartement, essayant de remplir le silence de tâches. Un robinet qui fut fixe, des étagères réorganisées, des boîtes en carton empilées par la porte pour le don. Tout pour garder mes mains occupées pour que mon esprit ne sache pas encore et encore dans les mêmes questions. Comment pourrais-je le laisser venir à ce sujet? Comment les soupçons ont-ils grandi entre nous comme une mauvaise herbe non invitée? Comment retirez-vous un mariage du bord d'une falaise une fois que le doute a été planté? J'avoue qu'une partie de moi a trouvé du réconfort dans ma solitude. La chambre d'amis était redevenue mon refuge. Non pas parce que je me sentais importun dans notre chambre, mais parce que j'avais besoin de la distance. Distance comme un baume, engourdissant la douleur crue où la confiance avait été fracturée.
Pourtant, chaque nuit avant que le sommeil ne me prétendait, je regardais notre lit dans le couloir sombre. Ces feuilles soignaient une accusation silencieuse, une question qui m'attirait. Étais-je le seul à me sentir perdu dans l'espace entre nous? La vérité était que je ne savais pas. Et cette incertitude a battu dans ma poitrine plus fort que la colère n'a jamais pu. Un matin, alors que la lumière du soleil inclinait à travers les stores et peint le sol du salon en rayures en or, j'ai trouvé une note glissée sous la porte de l'appartement. L'écriture de Mara, soignée et petite, lisait « Parlons ce soir ». 8. Aucune interruption. Je l'ai pliée soigneusement et je l'ai placée sur la table basse. Le papier se raide de sa détermination. Je l'ai regardé toute la journée, deviné ce que je dirais, comment aborder l'enchevêtrement de blâme et de trahison qui était devenu notre langue partagée. C'était comme se préparer à une négociation qui pourrait ne jamais bien se terminer. Moi défendant non seulement mon nom, mais le fondement même de notre relation. Elle pesait chaque mot pour la vérité ou la dissimulation. À 8 heures sharp, elle est rentrée à la maison et s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, son expression gardée mais résolue. Elle portait un chemisier et un jean simple, pas de maquillage, ses cheveux reculés en queue de cheval basse qui a révélé la tension dans son cou. Elle n'a pas souri. Je ne l'ai pas fait non plus. Nous nous sommes assis en face les uns des autres à la petite table à manger, la même où l'accusation d'or avait d'abord explosé. La pièce était à la fois intime et vaste, comme si nous étions séparés par un canyon que nous avons dû traverser. Mara prit une profonde inspiration et commença, sa voix stable mais douce. J'ai pensé, a-t-elle dit, sur ce que vous avez dit. Cette confiance craque depuis longtemps et pourquoi je ne vous ai pas défendu lorsque Jane vous a accusé. Elle s'arrêta, se frottant les doigts ensemble. J'ai réalisé que je m'appuyais sur la version de la réalité de ma famille depuis si longtemps que j'ai oublié comment faire confiance à mon propre jugement. Je voulais croire Jane parce qu'elle est ma sœur, mais cette loyauté m'a rendu aveugle à tout le reste, y compris toi. Je vois ça maintenant. Ces aveux étaient pendus entre nous, fragiles comme du verre. Je me suis penchée en avant. Merci d'avoir dit cela. Cela signifie plus que je ne peux dire. J'ai senti une bosse dans ma gorge, une vulnérabilité inhabituelle qui m'a surpris, mais les mots seuls ne répareront pas ce qui est cassé. Nous devons reconstruire la confiance pièce par pièce. Elle hocha la tête et atteignit son sac, sortant une petite brochure du centre communautaire, une sur le conseil du coup d'État. J'ai signé pour une session la semaine prochaine. Ses yeux fouillaient les miens, m'osant refuser. Je pensais que peut-être parler à quelqu'un impartial pourrait aider. Si nous sommes vraiment à l'avenir, nous avons besoin d'outils. La brochure a tout détaillé. Réunions hebdomadaires, exercices pour reconstruire la communication, les devoirs pour pratiquer l'honnêteté et l'empathie. J'ai fermé les yeux un instant, absorbant sa volonté d'entrer dans quelque chose de mal à l'aise pour nous deux. J'irai, dis-je enfin. Pas pour toi, pour moi. J'ai besoin de comprendre pourquoi je continue d'essayer d'appartenir aux familles qui veulent me manger en vie. J'ai essayé de garder le cynisme hors de ma voix, mais j'ai échoué. Elle laissa échapper un petit rire, doux amer, et posa sa main sur la mienne. Après cette nuit, nous nous sommes lancés dans des conseils avec un optimisme prudent, comme deux voyageurs tracent un cours à travers un territoire inexploré. Notre conseiller, une femme douce aux yeux gentils du nom du docteur Alvarez, nous a guidés à travers des exercices qui nous ont forcés à articuler les craintes que nous avions enterrées sous des années de sourires polis et de demi-mèches. En une séance, nous nous sommes assis face à face sans parler pendant 5 minutes, ressentant le poids des choses non dites. Dans un autre, nous avons écrit des lettres à nous-mêmes reconnaissant comment notre passé a façonné notre capacité de confiance. J'ai appris que mon empressement à faire mes preuves m'avait aveuglé par le besoin de validation de Mara, que mon silence avait parfois sonné comme un acquiescement. Elle a appris que la loyauté envers sa famille avait créé des angles morts à ma vérité, que son silence, quand j'avais besoin de défense, était aussi dommageable que n'importe quel mensonge. En dehors de la salle de conseil, nous avons appliqué ces leçons de petite manière. S'arrêter avant d'assumer des motifs, d'enregistrer quand l'un de nous s'est silencieux, partageant nos horaires afin que nous ne nous sommes pas demandé où l'autre était parti. Certaines nuits nous nous sommes toujours assis sur le canapé, chaque lecture ou défilement. Mais maintenant, nous nous sommes arrêtés pour partager un commentaire ou poser des questions sur le jour de l'autre.
L'espace silencieux entre nous a commencé à se sentir moins comme un abîme et plus comme une toile vierge lorsque nous pouvions choisir de remplir de compréhension au lieu de soupçon. Je ne prétendrai pas que la distance entre nous a disparu pendant la nuit. Il y a eu des revers, des moments où l'un de nous a reculé dans de vieux motifs, lorsque ma voix portait un bord caché ou que son sourire n'atteint pas tout à fait ses yeux. Nous nous arrêtions, nous souvenions des outils du docteur Alvarez et le cours correct. Et lentement ces corrections ont commencé à rester. Nous avons commencé à se redécouvrir, son rire et son ascenseur non gardé, ma main stable et la sienne. Nous nous sommes même retrouvés à planifier de nouveaux rituels pour renforcer notre lien. Une promenade hebdomadaire à Sunset, préparant le dîner ensemble le mardi, un rituel nocturne de partager une chose que nous avons appréciée de l'autre. Un après-midi, nous avons visité le centre communautaire pour notre dernière session prévue. Le docteur Alvarez nous a félicités pour nos progrès, notant que la reconstruction de la confiance n'est pas une destination, mais une pratique continue. Elle nous a remis un certificat d'achèvement, symbolique peut-être, mais significatif. Sur le chemin du retour, Mara a traversé la console et m'a serré le bras. J'ai jeté un coup d'œil et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de plus clair qu'avant. Pas une foi aveugle, mais un choix délibéré à croire. Pas d'optimisme naïf, mais un engagement à continuer d'essayer. Cette nuit-là après le dîner, nous nous sommes assis sur le balcon en regardant les lumières de la ville se scinder. J'ai versé 2 verres de vin, le même rouge que j'ai apporté à ce dîner fatidique il y a des mois. Seulement cette fois, notre toast était différent. Nous avons pincé des lunettes et j'ai dit, la distance, qui nous a appris où tracer nos lignes. Elle sourit, ses yeux reflétant les réverbères en dessous à la proximité, qui nous a appris à reconstruire. Nous nous sommes penchés sur la table, partageant un doux baiser qui avait un goût de pardon et de possibilité. Dans le calme qui a suivi, j'ai réalisé que lâcher prise ne perd pas à abandonner les anciennes attentes, les anciens ressentiments, les anciennes définitions de ce que nous devons, ce sont les étapes qui nous ont rassemblés. La distance entre nous avait été douloureuse, mais c'était aussi l'espace dont nous avions besoin pour nous retrouver les uns dans les autres. Et bien que l'avenir soit resté incertain, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas depuis longtemps. Espoir ancré. Parce que la confiance, comme tout ce qui est précieuse, ne prospère pas dans la perfection, mais dans la volonté de se présenter et de continuer à essayer, même lorsque la route à venir est inexplorée. C'était un après-midi gris où Hélène m'a appelé. Je me tenais sur le porche de la cabine, une tasse de café noir à la main, regardant les arbres s'infiltrer doucement dans le vent. Il avait plu plus tôt, et l'odeur de pain humide et de sol frais s'accrochait à tout. Marlowe était à l'intérieur, enroulé sur le canapé sous une courte pointe usée, somnolent tandis qu'un bass album de jazz crépitait à travers les anciens haut-parleurs de la cabine. Le calme était devenu réconfortant, un tampon entre l'épave de ce qui s'était passé et la lenteur de la reconstruction de ce qui pouvait encore être sauvé. Quand mon téléphone a bourdonné dans ma poche et que j'ai vu son nom, j'ai hésité. Je n'avais pas parlé à Hélène depuis la nuit, Jane a explosé sa propre crédibilité. Elle avait appelé Marlowe 1 ou 2 fois, mais j'avais gardé mes distances, pas hors de dépit, mais hors de l'autopréservation. Pourtant, j'ai répondu. Noah, dit-elle doucement. Je vous dois des excuses. Il y avait une pause, comme si les mots l'avaient retirée plus qu'elle ne l'attendait. Je ne m'attendais pas à cet appel, ai-je dit. Je sais, répondit-elle. Mais j'ai pensé à tout. Je suis descendue du porche et j'ai erré dans la clairière au-delà de la cabine. Téléphone à mon oreille, bottines grimpant légèrement sur du gravier humide. Jane essayant toujours de réécrire le récit. Elle est calme maintenant, a déclaré Hélène. Mais cela ne signifie pas qu'elle a terminé. Elle est en colère, gênée. Elle ne le dira pas à haute voix, mais je sais qu'elle me blâme de vous croire. Tu ne m'as pas cru. J'ai dit, vous croyez les preuves. Il y avait une autre pause. Tu as raison. Je laisse ça pendant l'air. Je ne cherchais pas un grand geste, juste l'honnêteté. Je veux me rencontrer, a-t-elle dit après un moment. Juste toi et moi. Non, Mara, pas de Jane, juste pour parler. Il y a quelque chose que je pense que vous devriez voir. Très bien, dis-je. Où? Déjeuner, dit-elle. Paul Magnolia Beastro. Demain à 1.
J'ai accepté. Et après avoir raccroché, je me suis tenue là depuis longtemps en laissant le poids de cette conversation s'installer. Ce n'était pas une offre de paix. Pas vraiment. C'était quelque chose de plus silencieux, plus personnel, une reconnaissance. Une fenêtre s'est ouverte là où avant il n'y avait eu que des portes fermées. Le lendemain, je suis retournée en ville. Mara n'a pas posé de questions quand je lui ai dit. Elle a seulement hoché la tête et a dit, vous saurez quoi dire. C'était nouveau. Faites confiance qui n'avait pas besoin de preuves. Foi sans défense. Le vieux magnolia était presque vide à mon arrivée. Hélène était déjà assise près de la fenêtre, ses cheveux épinglas soigneusement en arrière, une écharpe lavande pâle autour de son cou. Elle avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, plus âgée, pas physiquement, mais en présence. Le genre de lassitude que le chagrin et la culpabilité se pressaient profondément dans une personne. Noé, salua-t-elle, s'élevant légèrement. J'ai hoché la tête à samedi Hélène. Elle a agité le serveur après avoir commandé du thé, puis a atteint son sac et a sorti une enveloppe de manille. Elle l'a placée sur la table sans rien dire pendant quelques secondes. Ceci, a-t-elle dit, m'a été livré quelques semaines après le décès de Hugh. Il était censé faire partie de l'emballage de laine formelle, mais il est venu séparément, courrier. Aucune explication. Je l'ai gardé pour moi parce que, eh bien, je ne savais pas quoi en faire. Elle a glissé l'enveloppe à travers la table. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents soigneusement pliés. Je les ai ouverts lentement, scannant les en-têtes. Légal, notarisé. L'écriture de Hugh Tillman, sa signature, puis je l'ai vue. Mon nom de nom. J'ai levé les yeux vers Hélène. J'étais quoi? Vous avez mis à jour le testament 6 mois avant sa mort. Elle a expliqué qu'il n'avait jamais dit aux enfants. Je ne savais même pas jusqu'à ce que cette enveloppe ne se présente. Il vous a nommé exécutif, pas Jane, pas Warren. J'ai été stupéfait. Hugh n'avait pas été exactement chaleureux avec moi dans la vie. Au mieux, nous avions coexisté. Au pire, il avait été froid et dédaigneux, surtout dans les premières années de mon mariage avec Mara. Nous avions eu des conversations tendues, bien sûr, mais j'avais toujours essayé de respecter la distance. Et maintenant ça. Il ne vous aimait pas, dit Hélène comme si elle lisait mes pensées. Mais il vous a respecté. Il a regardé. J'ai vu comment vous avez géré les choses lorsque la famille s'est retournée. Comment vous n'avez jamais fait de drame. Même lorsque Jane a appuyé sur tous les boutons que vous aviez, il disait, non, ce n'est pas l'un de nous. Mais au moins il agit comme un adulte. J'exhalai lentement. Pourquoi Jane ou Warren n'ont-ils pas mentionné cela? Parce qu'ils ne savaient pas, et je ne leur ai pas dit. J'ai légèrement plissé les yeux. Pourquoi pas? Elle baissa les yeux sur son thé parce que j'avais honte. Honte de la façon dont nous vous avons traité. Honte de la facilité avec laquelle je crois que la volonté de Jane. Je voulais croire le meilleur d'elle. Mais au fond, je pense que j'ai toujours su. J'ai soigneusement replié les documents dans l'enveloppe. Alors maintenant quoi? C'est à vous, a-t-elle dit. Le domaine est un gâchis. La cabine a besoin de travail. Il y a des comptes encore figés, mais légalement c'est à vous de trier. Vous avez l'autorité. J'ai regardé par la fenêtre, regardant les feuilles flotter devant le verre comme de petites pièces d'or. Je ne veux pas de pouvoir, Hélène, dis-je. Je voulais juste la paix. Je voulais juste que mon nom revienne. Elle acquiesça lentement. Alors peut-être que c'est ainsi que vous l'obtenez. Nous avons parlé un peu plus longtemps. À propos de vous, à propos de Mara, même à propos de Jane, comment elle avait toujours besoin de quelqu'un à blâmer, et comment j'avais été une cible facile. Mais Hélène ne m'a pas demandé de pardonner à sa fille. Elle n'a pas demandé l'harmonie. Elle était juste assise en face de moi comme une femme essayant de faire quelque chose juste avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque nous avons fini le déjeuner, elle s'est levée et a tendu la main. Merci, a-t-elle dit, de ne pas avoir lancé le match lorsque vous avez eu toutes les raisons de nous brûler tous. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et lâché prise. De retour à la cabine ce soir-là, j'ai remis l'enveloppe à Mara. Elle l'a lue en silence, son expression illisible.
Il vous a fait exécutif, dit-elle tranquillement. Ouais. Elle secoua la tête, non pas avec incrédulité, mais de cette manière étrange, les gens le font quand la vie leur tend l'ironie enveloppée dans la vérité. Il ne l'a pas montré beaucoup, mais peut-être qu'il vous a vu plus clair que nous. Peut-être que j'ai dit. Mara se pencha en moi, la tête reposant sur mon épaule. Alors quoi maintenant? Maintenant, j'ai dit, j'ai fini ce qu'il a commencé. Pas pour lui, pour nous. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je n'avais pas l'impression d'essayer de gagner ma place. Je l'avais déjà. Le mot se propage rapidement, Ellis avait disparu. Pas de sortie dramatique, pas de confrontation, juste partie. Mara l'a entendu d'abord par un cousin qui a toujours suivi Jane sur les réseaux sociaux. Un jour, Jane publiait des photos floues d'une bague de fiançailles avec des légendes poétiques sur le pardon, et la suivante, elle a téléchargé des citations agressives passives sur la trahison et le recommençant. Le nom d'Ellis a disparu de ses profils. Et lorsque Mara lui a envoyé un texto par curiosité, la réponse de Jane était courte et nette. Ce n'était pas ce que je pensais qu'il était. Tu avais raison. C'était tout. Il y avait des rumeurs, bien sûr. L'un a affirmé qu'il avait sauté la ville et se cachait en Arizona. Un autre a dit qu'il était parti à l'étranger, poursuivant le même accord commercial à moitié cuit qu'il avait amené à voler en premier lieu. Certains ont chuchoté à propos de la restitution, bien que personne n'ait vu un seul parfum retourné. Je m'en fichais. Je n'avais pas besoin d'Ellis pour s'expliquer à nouveau où mendier ou ramper. Ce qu'il devait n'était pas financier. C'était l'intégrité. Et ce chèque avait déjà rebondi. Jane, en revanche, n'a pas été terminée. Pas vraiment. Son silence était une performance mesurée et stratégique. Elle ne m'a pas contacté, mais elle a commencé à appeler Mara avec une fréquence croissante. Cela a commencé comme de petites conversations, des mises à jour sur la santé d'Hélène, des questions sur les recettes familiales anciennes, la nostalgie inoffensive. Mais Mara pouvait l'entendre dans sa voix. Le besoin, le fluage lent de la manipulation. Elle essaie de me ramener, dit Mara une nuit, assise au bord du lit avec son téléphone encore couvercle dans sa main comme rien de tout cela. Elle veut un allié, dis-je, ne levant pas les yeux des documents de la succession que j'organisais sur la table de nuit. Pas une sœur, Mara. Elle veut une réinitialisation sans responsabilité. Et toi? J'ai demandé. Voulez-vous cela? Mara n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a ouvert ses contacts, a fait défiler le nom de Jane et l'a bloqué. Ce silence, c'était comme une porte se fermant doucement et de façon permanente. Pas de colère, juste la paix. Warren m'a surpris ensuite. Je ne m'attendais pas à grand-chose d'Emma. Il avait toujours été silencieux, observateur, le genre d'homme qui hocha plus qu'il ne parlait. Mais un après-midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Quand je l'ai ouvert, il était là. Tu avais raison. Je suis désolée de ne pas avoir parlé. J'aurais dû. Je ne ferai pas semblant d'être courageux. J'ai regardé l'écran pendant un moment. Il n'y avait pas de colère en moi. Plus maintenant. Mais je n'ai pas non plus ressenti l'envie d'écrire. Certaines excuses sont mieux laissées en suspension dans les airs. Reconnues, non acceptées. Donc, je n'ai pas répondu. Je le laisse reposer. La vérité est que j'en ai fini avec ce côté de la famille. Non pas parce que je les détestais, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que rester connecté avait toujours eu envie de marcher dans une maison où chaque cadre photo était tordu et que personne n'était autorisé à les réparer. Ils l'ont appelé la tradition. Je l'ai appelé l'épuisement. Lorsque Mara a vu le message, elle n'a pas demandé si j'avais l'intention de répondre. Elle vient de dire, c'est quelque chose, dis-je. Mais ça ne change rien. Elle hocha la tête. Et pour la première fois, c'était comme si nous étions sur la même longueur d'onde. Pas seulement sur sa famille, mais sur les limites, sur la survie. Nous avons commencé frais, pas avec des déclarations dramatiques ou de gros gestes, mais avec quelque chose de plus petit, plus lent. Nous avons changé les serrures de la maison. Nous avons fait don de vieux meubles qu'aucun de nous n'avait choisis.
Nous avons parcouru des albums photos et supprimé ceux qui ressemblaient plus à des armes qu'à des souvenirs. Il y avait moins de voix dans nos vies maintenant. Mais ceux qui sont restés étaient plus calmes et plus gentils. Un après-midi, alors que nous nettoyions le garage, Mara a trouvé une vieille boîte en carton remplie de lettres que je lui ai écrites au début de notre relation. Lettres que je ne lui ai jamais données. Elle s'assit sur le sol et les lisait silencieusement une par une. Quand elle leva les yeux, ses yeux étaient vitreux. « Tu as toujours fait de la place pour moi », a-t-elle dit. Même quand je ne l'ai pas rendue, je me suis agenouillée à côté d'elle. Je n'étais pas parfait non plus. Je suis resté silencieux quand j'aurais dû me battre. J'ai fait la paix quand j'aurais dû faire du bruit. Mais tu es resté, chuchota-t-elle. Je l'ai fait, dis-je. Et je suis toujours. Dès lors, les choses ont changé. Pas radicalement, mais perceptiblement. Elle a recommencé à me poser des questions. Pas par soupçon, mais la curiosité. Nous avons encore dîné à table. Pas de distraction, pas de télévision bourdonnant en arrière-plan. Elle a laissé sa main brosser la mienne lorsqu'elle est passée derrière ma chaise. Je l'ai surpris en train de me regarder parfois comme si elle me revoyait à nouveau. Une nuit pendant que nous étions enroulés sur le canapé, je l'ai regardée et j'ai demandé « Tu me fais encore confiance ?» Elle n'a pas hésité. « J'essaie », a-t-elle dit. Chaque jour, et ça devient plus facile. C'était suffisant. Pas une ligne d'arrivée, mais un point de contrôle. J'ai recommencé à enseigner. Pas à plein temps, juste quelques ateliers au centre communautaire. La littératie financière, la budgétisation, la façon de naviguer sur l'homologation sans être écrasé par les formalités administratives. Les gens se sont présentés. De retour, en prenant des notes, même si elle a connu la moitié du matériel. Pour moi. Nous avons réalisé. Je ne le tiens plus. J'ai dit, je ne laisse pas aller le poids. Et lâcher prise n'avait pas envie de perdre. J'avais envie de choisir. Choisir la paix plutôt que les performances, les limites plutôt que l'amertume, la vérité plutôt que l'héritage. Ce week-end, nous avons emballé un sac et sommes retournés à la cabine. Cette fois, nous n'avons apporté que quelques livres, une bouteille d'espace. Longtemps, je ne me suis pas rendu compte de la vie à la vie. Et dans ce silence, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lentement mais sûrement, en dehors de l'orbite des attentes de sa famille. Elle a recommencé à écrire, non pas pour un blog ou une approbation, mais pour elle-même. Des poèmes griffonnaient dans un journal qu'elle tenait par la table de nuit. Parfois oubliés là-bas pendant des jours, parfois ouverts comme une blessure qui avait besoin d'air. Elle s'est portée volontaire chez Community Food Co., a commencé à aider à organiser des événements saisonniers dans notre quartier. Les gens ont commencé à la voir non pas comme la sœur de Jane ou la fille de Hugh ou la femme mariée au gars qui a été accusé. Lors d'un dîner, mais comme elle-même. Et plus elle se penchait sur cette identité, plus le poids dans ses épaules semblait se soulever. J'ai aussi trouvé ma base. Au centre communautaire, les séances du samedi avaient augmenté. Ce qui a commencé comme quelques chaises dans une pièce mustie s'est transformé en une classe hebdomadaire complète. Les jeunes adultes, les couples divorcés, les retraités, sont tous venus pour apprendre à gérer ce qu'ils avaient et à le protéger contre les prises, mal utilisées ou mal comprises. J'ai parlé de testament, de l'importance de nommer les cadres en qui vous avez confiance, de repérer la manipulation en affaires et en famille. Ils ont posé des questions. Ils ont pris des notes. Ils m'ont remercié par la suite. Et j'ai commencé à croire, je crois vraiment que ma voix avait toujours de la valeur, que je n'avais pas besoin d'un bureau au 30e étage ou d'une carte de crédit d'entreprise pour avoir de l'importance. Un samedi après les cours, un adolescent nommé Cory a attendu que tout le monde soit parti pour m'approcher. « Vous n'avez vraiment pas pris l'or ?» demanda-t-il, sa voix calme, hésitant. J'ai souri. Non, mais pendant un moment, tout le monde pensait que je l'ai fait. Il hocha la tête comme s'il stockait cette information. Les gens croient toujours que la première personne a pointé un doigt. J'ai hoché la tête. Ils le font. Mais la vérité a une façon de durer plus longtemps. Il n'a rien dit d'autre, a juste offert un signe de tête rapide et est parti. Mais ça est resté avec moi. Cette vérité, ce poids.
Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, Marlo était dans la cuisine d'éclairage des bougies. Elle portait l'un de mes anciens t-shirts et chaussettes floues, et l'odeur du poulet au romarin a dérivé dans les airs. La maison était plus chaude que d'habitude, bien que le temps à l'extérieur soit devenu vif. L'automne s'installe. Des feuilles ont peint l'or du porche et le cramoisi. Elle leva les yeux et sourit. La respiration du vin. J'ai souri. Et ici, je pensais que nous avions abandonné la gastronomie. Nous avons, a-t-elle dit. Mais nous n'avons pas abandonné la célébration. J'ai versé le vin et nous nous sommes assis. Pas aux extrémités opposées de la table. Prêt. Confortable. Nous n'avons pas toast. Nous n'en avions pas besoin. Le tintement de nos lunettes a dit suffisamment. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes assis sur le canapé avec nos pieds emmêlés sous une couverture partagée, et j'ai sorti mon téléphone. Pendant un moment, mon pouce a plané sur le dossier qui tenait les images de sécurité, la vidéo qui avait tout tourné, la réception numérique de mon innocence. Mara a remarqué, tu l'as toujours ? J'ai hoché la tête. Pourtant, elle ne m'a pas demandé de le supprimer. Ne m'a pas fait pression. Elle pencha juste sa tête sur mon épaule. Cela a-t-il envie de s'accrocher à la preuve ou de s'accrocher à la douleur ? J'ai regardé le nom du fichier. Cet horodatage, cette image gelée d'Hélice entrant dans la banque, ignorant ce jour, tout se démêlerait. Ensuite, je l'ai supprimé, pas pardon, hors de fermeture. Qu'est-ce que c'était ? Demanda-t-elle doucement, lâchant prise, dis-je. Nous avons à nouveau passé le week-end à la cabine, et cette fois, nous avons rapporté des peintures et des toiles vierges. Marlo voulait essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de désordonné. Nous avons fini par rire plus que la peinture, en train de parcourir des taches de couleur sur la peau de l'autre comme des enfants. Ce n'était pas romantique au sens traditionnel, mais c'était le nôtre. Honnête, non filtré. Sur le retour, elle se tourna soudainement vers moi. Vous savez, vous n'avez jamais volé l'or. Je suis conscient, j'ai dit à moitié rire. Mais vous avez donné quelque chose de plus précieux. J'ai haussé un sourcil. Vous avez donné la vérité, a-t-elle dit. Vous m'avez sauvé de croire un mensonge qui aurait pu me pourrir de l'intérieur. Je ne savais pas quoi dire. Alors, j'ai tendu la main et lui ai pris la main. Et peut-être que c'était le point. Peut-être que le vrai trésor n'était pas dans un coffre-fort ou derrière une boîte de verrouillage. Peut-être qu'il n'était pas tamponné de numéros de série ou lié à la valeur marchande. C'était peut-être ceci, un nom propre, une histoire racontée en entier. Une vie reconstruite sans excuse. L'or qui a été pris ne m'appartenait pas. Mais ce que j'ai gagné à sa place qui valait plus que tout qu'ils auraient pu enterrer. Mara m'a serré la main et nous avons continué à conduire vers une vie plus silencieuse. Vers quelque chose que nous n'aurions à défendre à personne. Quelque chose qui n'avait pas besoin de scintiller pour être réel.